Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, le magazine dédié à l'innovation et à l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui ouvre la Paris Cyber Week. Ce sera le premier sujet que nous traiterons dans Smart Tech aujourd'hui avec mon invité Sébastien Garnaud. Nous verrons quels sont les principaux défis numériques que devra relever l'Union européenne et la France qui en aura la présidence dans 6 mois. Et puis au cœur de cette émission, encore l'actualité. On a commencé à en parler hier. On va débriefer aujourd'hui des grandes annonces qui ont été dévoilées à l'occasion de la keynote d'Apple pour sa grande conférence mondiale des développeurs. Et nous retrouverons ensuite notre coach startup. Il nous donnera les clés pour se constituer un bon fichier prospect et savoir faire du démarchage chirurgical. Et puis on terminera avec une nouvelle loi de la physique, la découverte d'un sens du toucher nouveau, un toucher propre aux robots. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Bonjour Sébastien Garnaud. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence de communication stratégie numérique Garnaud et Associés, également de la Cyber Task Force, qui est un groupe composé à la fois de parlementaires, de hauts fonctionnaires et d'experts de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Et puis, vous êtes aussi à l'origine donc, de la Paris Cyber Week qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la 3e édition. Alors déjà, première question, puisque la semaine dernière, nous avons reçu Guillaume Tissier pour parler du Virtual FIC, donc le Forum international sur la cybersécurité en version 100% virtuelle la semaine dernière. Comment vous vous distinguez déjà des événements qui traitent de la cybersécurité en France? Oui, et en Europe. Nous, on s'occupe de la décision, et notamment de la décision politique et de la politique publique. C'est ça notre identité au niveau français, bien sûr, mais surtout européen. Si je devais définir Paris Cyber Week, je dirais que c'est le forum, c'est même un sommet des décideurs européens à très haut niveau, que ce soit les ministres, les directeurs généraux ou encore les députés, parce que c'est un axe assez fort, on est très parlementaire chez nous. Alors, effectivement, j'ai noté quelques décideurs du monde politique, scientifique et économique. Ça regroupe vraiment les 3 composantes qui seront présentes. Il y aura la commissaire européenne à l'innovation, la recherche et la culture jeunesse, Mariana Gabriel, le ministre de l'entrepreneuriat et des technologies de l'information d'Estonie. On va beaucoup parler donc de souveraineté numérique, j'imagine pas seulement de cybersécurité. Exactement. En fait, oui, on a la joie de recevoir la commissaire pour une 3e fois. Ce qui est important, ce qui montre l'intérêt de la Commission européenne pour ce qu'on fait, le ministre estonien, mais aussi Florence Parly, Jean-Yves Le Drian. Et effectivement, nous, la cybersécurité, c'est finalement notre porte d'entrée pour arriver dans l'insertion de la tech dans notre vie de tous les jours. C'est d'ailleurs ce que vous traitez assez régulièrement, Delphine. Et nous, on a une conviction, c'est qu'on pense que la cyber, c'est pas un objectif. C'est un outil, et c'est l'outil de quoi? De la transformation numérique. Donc, bien sûr, on va s'intéresser à tous les sujets d'IA, de données, et puis ensuite de quantique, et pourquoi pas même d'espace. Alors, on ne va pas dérouler le programme de la Paris Cyber Week. Il y a votre site internet qui fait ça très bien. Mais quels sont les principaux défis que vous voyez pour les mois et les années à venir au niveau de l'Union européenne ? Alors clairement, la question de la souveraineté numérique ou de la souveraineté technologique, parce que déjà, il y a débat. Est-ce qu'on est sur une souveraineté type étatique ou est-ce qu'on parle juste de la technologie? Et c'est typiquement ce sur quoi le ministre lituanien et le ministre estonien viennent s'exprimer chez nous, parce que la ligne n'est pas claire entre les États européens. Ça, c'est un premier grand défi, c'est se mettre d'accord sur finalement notre vision de notre indépendance, de notre autonomie. Puis peut-être. Et même sur, si on prend chacun des points, souveraineté numérique ou souveraineté technologique, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce que ça veut dire, la souveraineté technologique. Déjà chez nous, Ouais. en France, et en Europe, encore plus. Donc effectivement, la question de la définition, c'est la base. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un forum de discussion de décideurs et qu'on réunit toutes les parties prenantes. C'est que cette définition, elle est forcément pas celle du politique, de l'académique ou de l'économique. Elle sera forcément un compromis de tout ça. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est important pour nous cette année, c'est d'articuler transition énergétique, transition climatique et transition numérique. Aujourd'hui, on voit qu'elles sont opposées. Je pense notamment à la 5G. Mais c'est les deux grands. Tout le monde ne dit pas qu'elles sont opposées. Tout le monde ne le dit pas. Si vous posez la question aux opérateurs, ils vont vous dire que c'est absolument compatible, au contraire. Eh ben, c'est ce que je crois aussi. Et c'est surtout, on n'a pas le choix.
Ce sont les deux grands mouvements du XXIe siècle. Et donc, si on les oppose, les autres avanceront sans nous. Donc, du coup, posons-nous, discutons, échangeons des arguments. Et à partir de là, probablement, on trouvera la bonne voie. C'est ce qu'on essaie de contribuer à faire chez Paris Cyber Week. Alors, j'ai noté aussi la participation américaine. Oui. On aura donc le docteur David Mussington de l'Agence de cybersécurité US, donc la CISA. Sur quoi portera son intervention ? La souveraineté, lui aussi, mais vu d'un point de vue américain, justement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce forum, et c'est là où on peut peut-être même dire qu'il est mondial. C'est que c'est le point de contact avec nos partenaires. Et les Américains, eux, quelle est leur vision du sujet ? Elle est dans une vision intégrée occidentale. La question qui se pose, et c'est d'ailleurs celle sur laquelle il intervient, c'est est-ce que l'Union européenne doit trouver sa propre voie ou est-ce que c'est une voie plutôt américaine ? Là, c'est plus moi qui réponds. Parce que j'ai reçu David Bavrez vendredi dernier, qui vit à Hong Kong et qui, lui, est convaincu que nos alliés ne sont pas forcément naturellement les Américains, que demain, ce peuvent être aussi les Chinois. En tous les cas, je pense que... La Chine ne sera pas représentée à la Paris Cyber Week ? Non, elle ne l'est pas cette année, même si on a certains représentants qui nous ont approchés, ils ont pas souhaité aller plus loin. Mais l'Europe, aujourd'hui, dans ce monde d'interdépendance et de géopolitique, elle a probablement le rôle de puissance d'équilibre. Donc effectivement, si elle bascule d'un côté ou de l'autre, elle prend parti et donc du coup, elle perd finalement sa propre liberté. Donc oui, il est peut-être de notre rôle de discuter avec tout le monde. Et en Europe, on n'est pas forcément d'accord déjà sur ce sujet. On en parlera tout à l'heure sur justement le panel sur la souveraineté. Entre l'Est et l'Ouest. J'ai vu aussi que vous estimiez que la France était un maillon fort en matière de cybersécurité pour l'Europe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Déjà, l'excellence de notre technologie, de notre industrie. On a de très beaux groupes et on a surtout des groupes à dimension suffisante. On n'a pas forcément toutes les innovations. Encore une fois, c'est là où la coopération est intéressante. La délégation estonienne, c'est 10 startups qui viennent. Les luxembourgeois, c'est la même chose. Et nous, on a des Thales, des Sopra, des Airbus cybersécurité qui ont cette projection mondiale. Donc voilà pourquoi je le crois. On est peut-être... Il y a aussi un plan de l'État, un plan national pour la cybersécurité ? Alors, il y a le plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en février, qui était plus finalement une restitution des efforts menés. Donc c'est vrai que la France a de grandes ambitions. Les décisions du gouvernement récentes font l'objet encore de discussions. Moi, ce dont je me félicite, c'est qu'au moins on a des décisions et donc on connaît le cadre. Encore une fois, la France est un petit pays dans le monde, mais c'est un grand pays en Europe. Donc c'est pour ça qu'on doit assumer un certain leadership. On aura d'ailleurs le président du nouveau Cybercampus qui sera là. Et qu'est-ce qu'il va faire à la Paris Cyber Week ? Il va présenter ses actions ? Il va surtout présenter devant les Européens l'ambition française de mettre au même endroit 3 typologies de personnes qu'on connaît bien, l'académique, l'économique, et pas le politique cette fois, mais plutôt l'étatique, parce que sur ces sujets-là, c'est bien les 3 piliers des réponses. Bon, et je peux citer l'initiative La Fabrique Défense du ministère des Armées. Ouais, c'est top. Vous pouvez nous en parler ? Oui, on est très contents. On est le premier événement labellisé, la Fabrique Défense. C'est une initiative qui a été lancée par la ministre Florence Parly en janvier 2019 et qui a vocation en fait à promouvoir les métiers et notamment tech en ce qui nous concerne au sein de l'armée, mais aussi au sein du civil. Donc on a une table ronde où on va recevoir quelqu'un du service civique. Ça, c'est le volet vraiment civil. Et puis, une réserviste opérationnelle et un jeune homme de 25 ans qui est dans l'active. Et ils vont nous expliquer pourquoi l'engagement, c'est intéressant pour eux et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la tech. Donc, c'est une démarche qui nous plaît. Et ouais, on est assez content d'être les premiers labellisés. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez de l'écho aussi auprès des jeunes étudiants. C'est pour ça que c'est pas moi qui parle sur le panel, ce sont des jeunes, parce que de pair à pair, ça fonctionne mieux. Bon, est-ce que j'ai oublié un des temps forts de cette Paris Cyber Week ? Non, on a fait un bon tour. Je pense que ce qui serait intéressant de dire, c'est que la data va innerver tous les panels. C'est bien la donnée qui au final, sera le vrai enjeu. Et vous en attendez quelque chose de spécifique de cet événement ?
Ah oui, j'espère déjà que nos partenaires européens auront bien en tête nos priorités politiques pour la présidence de l'Union européenne. On a notamment un enjeu sur le Digital Service Act. Et puis, j'espère aussi que notre industrie aura pu être au contact de partenaires et que finalement, cette voie européenne, on va la construire notamment à Paris. Merci beaucoup Sébastien Garneau, donc fondateur de la Paris Cyber Week qui ouvre ses portes aujourd'hui, donc événement physique, présentiel, mais qu'on peut suivre aussi sur LinkedIn. Premier événement physique de l'année et puis en live sur LinkedIn. Très bien, merci beaucoup. C'est l'heure donc de parler de l'autre actualité, la grande actualité mondiale, Apple qui a donné sa keynote pour la WWDC 2021. C'était hier soir, on en débriefe les grandes annonces tout de suite. Alors, le débrief des grandes annonces dévoilées lors de la keynote Apple d'hier soir, c'était la WWDC, la conférence mondiale des développeurs organisée par Apple chaque année. On va donc parler de tout ce qui va arriver à l'automne sur les iPhones, les iPads, les Macs, les montres, avec iOS 15 qui a été dévoilé, WatchOS 8, iPadOS 15, tvOS, macOS Monterey. Et donc on en parle avec Romain Heuillard, que vous connaissez maintenant dans Smart Tech, journaliste consultant indépendant en nouvelles technologies, qui teste donc des appareils tech, des logiciels et des apps depuis qu'il est tout petit. Et Jean-Baptiste Nicolet, qu'on peut aussi appeler JB. Ouais, c'est possible. Voilà, youtubeur, créateur de la chaîne The iCollection, où il partage son avis sur des ordinateurs, des casques, tout un tas d'accessoires, de smartphones, pas uniquement des produits Apple, mais quand même beaucoup. Ouais, exactement. C'est bien résumé. Bon, alors cette keynote qui a été menée par Craig, le VP ingénierie logicielle d'Apple, quelle impression déjà elle vous a donné à tous les deux? Vas-y, tu peux commencer si tu veux. C'était très dense, 1h45 de plein d'annonces et donc quelques 30 secondes, une minute consacrée à chaque annonce. Voilà, 1h45, c'était assez intense quand même. Ouais, moi j'ai trouvé ça exténuant, pareil. C'était dense, mais il y avait beaucoup de choses à dire, puisqu'on a quand même parlé de beaucoup de services, de monde. Donc on a senti qu'en un temps record, il fallait enchaîner un maximum d'annonces. Pour que tout soit prêt pour la rentrée, quand tout sortira sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les montres, la télé. Enfin, ça en fait des choses. Bon, alors moi j'ai entendu les huge, beautiful, really cool. C'est ça aussi que vous en retenez? Comme d'habitude. Ça a été très sympa, ça a été énorme. Ça a été très sympa, mais ils se remettent un peu au goût du jour. Ils se remettent sur ce qui leur manquait, sur des applications comme la météo, sur les applications comme Maps. Ils se remettent au goût du jour. C'est très bien ce qu'il y a maintenant. Ouais. Et c'est très bien que ce soit enfin disponible. Et qu'on n'ait pas à télécharger des applications tierces, externes, qui sont sur l'App Store, justement. Désormais, en natif, on a tout ce qu'on avait vraiment besoin. Un petit peu, mais c'est à la fois un truc très bien et une réserve que j'ai là-dessus, c'est qu'effectivement tout est quasi parfait. Il rattrape l'écart qui sur le papier, parce qu'attention, c'est pas encore sorti, personne ne les a testés encore, ces nouveaux OS. Il rattrape l'écart qu'il pouvait avoir sur Google, effectivement, sur Plan, sur d'autres choses. Et ça peut quand même créer une crainte sur le long terme si on n'utilise plus que les services d'Apple, en tout cas quand on est client d'Apple. Est-ce qu'il n'y a pas une position, ils vont pas peut-être profiter de cette position dominante sur le long terme? Moi, je suis fan, franchement, de tout ce qu'ils ont annoncé, mais je me demande si volontairement de moi-même, je vais utiliser tout ça, parce que ça m'ennuie un petit peu d'être seulement client d'Apple et pas d'autres. Ça, c'est la question de l'écosystème, effectivement. Est-ce qu'il y a eu un événement ou une surprise, quelque chose qui vous a étonné en particulier? Il n'y a pas eu de matériel hier. On s'attendait peut-être à une annonce matérielle, un nouveau Mac ou autre. Il n'y a rien eu. On a été full logiciel. En même temps, on parle d'une conférence de développeurs. C'est assez cohérent. C'est cohérent que la WWDC. Habituellement, on n'est que du soft. Donc là, c'était vraiment 100% logiciel. Il y a eu 2-3 petites choses en logiciel qui sont quand même très sympas, dont on n'attendait vraiment pas des annonces. Et je pense qu'on va en parler juste après. Mais il y a 2-3 petits trucs cool. Vous pensez à quoi? À l'application, à la fonctionnalité Universal Control entre le Mac et l'iPad. Pour basculer entre l'iPad et le Mac. C'est là où on voit toute la force de l'écosystème d'Apple, que dans le produit, on va pouvoir utiliser le trackpad et passer d'un iPad à un Mac, puis à un autre Mac, juste avec un trackpad d'un ordinateur. C'est quand même assez la démo bluffant. était assez bien faite. Une surprise Oui, il y a un petit truc auquel je ne m'attendais pas, c'est que finalement, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais Apple va se lancer dans le VPN avec Safari et Mail, où Apple pourra servir de relais pour protéger la vie privée des utilisateurs. Donc ils ont Sherlocké, c'est l'expression qu'on donne pour parler des services qui vont un petit peu disparaître parce que Apple l'intègre en natif. Et ça, moi, je ne m'y attendais pas vraiment à ça.
Oui, alors je pense que c'est un des temps forts, en tout cas pour moi, hein, c'est qu'il y ait une séquence vraiment dédiée à la question de la privacy, enfin, de la confidentialité. Donc dans Mail et Safari, on va pouvoir masquer. Enfin, Apple s'occupera de masquer notre adresse IP. On aura des rapports de confidentialité qui nous montreront qui sont ces méchants trackers qui veulent récupérer nos données. Là-dessus, on les attendait. On savait que c'était quand même un discours qui était de plus en plus présent chez Apple. Est-ce qu'ils vont trop loin, assez loin ? Je trouve que c'est génial ce qu'ils font là sur le, je sais plus comment ils appellent ça, la fiche de transparence sur les applications. On pouvait facilement déjà analyser. Il y avait des outils qui existaient aujourd'hui pour le un faire. geek pouvait déjà facilement analyser ce qu'une application chargeait vraiment, même si elle ne lui montrait pas à l'utilisateur. Mais là, l'intérêt, c'est que l'utilisateur, sur son téléphone, pourra voir que telle application va chercher le tel nom de domaine, donc telle comment on appelle ça, agence de publicité, etc. Sans être un gros bidouilleur, on pourra savoir plein de choses. Et forcément, il y a beaucoup d'applications qui vont certainement, enfin, elles vont évidemment faire ce qu'il faut avant, mais qui, avec ces outils, seraient prises la main dans le sac si elles faisaient des choses qu'elles n'annoncent pas, ou voilà. Et donc, ça va évidemment renforcer encore la vie privée sur iOS. Vous pensez que ça peut modifier le marché, ça ? Je ne sais pas si ça va modifier le marché, mais en tout cas, c'est bien pour l'utilisateur parce que c'est transparent. On va savoir si telle application a utilisé le micro, le GPS, la localisation, la caméra, à quel moment, pourquoi, comment. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que pendant des années, on a peut-être été espionné sans trop être espionné. C'est pour ça que les publicités sont parfois ciblées sur ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire. Donc c'est bien pour une fois que Apple soit 100% transparent. Ça l'était déjà un peu avant. On avait comme ça des rapports qui tombaient parfois sur l'iPhone si on activait tout ça. On pouvait voir quel site internet avait pris quelles données. Donc là, ça va encore plus loin. Et c'est une bonne chose, je trouve. Donc, masquer l'adresse IP, il y a aussi un truc sympa, c'est Siri, en fait, qui va traiter toute l'information qu'il récupère donc en audio au niveau de l'appareil. Ça reste localisé. Ouais, c'est en local sur les appareils qui embarquent le processeur neuronal, qui est apparu depuis quelques générations sur l'iPhone. Donc on pourra en fait demander des choses à Siri en hors ligne. Donc en mode avion, dans le métro, si jamais ça capte pas, n'importe où, on pourra demander des choses à Siri et Siri saura y répondre, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Il fallait ça va être obligatoirement... limité quand même, non, sur le type d'application. J'ai pas encore l'info, j'ai pas encore testé. Ouais, mais... ils ont expliqué qu'il y aurait seulement certaines actions qui pourraient se faire hors ligne, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que jusqu'à présent, quand on parlait à Siri, notre voix était envoyée à des serveurs, et même si parfois c'était très rapide et qu'on s'en rendait pas très compte, pas vraiment compte, il y avait quand même un aller-retour vers Internet pour pouvoir faire des choses aussi simples que activer le mode sombre, mettre un minuteur et ce genre de choses. Je crois pas que ce soit un enjeu de vie privée très important que Apple sache que je demande de mettre un minuteur, mais ça a deux intérêts. C'est que non seulement ça renforce la vie privée, parce que ça mange pas de pain, mais en plus c'est plus rapide, puisque c'est traité vraiment en temps réel sur le téléphone. Donc la petite démo qu'ils nous ont faite, où ils enchaînent 5-6 commandes Siri, et ça se fait tout seul, c'est en plus de renforcer la vie privée, ça a l'intérêt de renforcer le confort aussi. Je pense qu'on est au tout début de ça, hein, parce que tout ce traitement en local, ça doit demander quand même énormément de ressources. C'est la raison pour laquelle ils ont effectivement cette partie neuronale sur la puce. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Je crois que là aussi, c'est un sujet sur lequel ils comblent l'écart avec Google. Et c'est des choses qui se font. Et dans le même registre, on a Live Text, je crois, qui se fait. Je ne sais pas si ça se fait en local, je crois que oui. Live Text, c'est la possibilité, par exemple, de prendre un bâtiment en photo, n'importe quelle affiche, et de pouvoir prendre le texte qui est marqué dessus, le copier, et pouvoir l'utiliser en vrai texte sur son téléphone. Également se servir, pourquoi pas, d'une carte au restaurant qui est écrite en chinois, si on est par exemple en Chine, et pouvoir la transcrire directement en français. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Ça existait encore une fois déjà sur d'autres applications, avec Google et d'autres concurrents. C'est enfin disponible chez Apple en natif, et ça a l'air de très bien marcher, de ce qu'on a pu voir hier dans la conférence, à tester encore une fois. Pas encore eu le temps de tester, mais ça sortira. Et le iCloud Plus, vous en avez pensé quoi ? Donc là, c'est une version plus d'iCloud enrichie, on va dire, avec là aussi chiffrement sur les surfs, les adresses email aussi éphémères, aléatoires. Un peu comme la dernière, où il y a 2 ans, Apple avait lancé le Sign with Apple, qui est la possibilité de s'enregistrer sur un site internet comme on peut le faire avec Google, Facebook ou d'autres sites. Sauf que là, on donne ni ses adresses, ni ses coordonnées. C'est le même principe. Là, en fait, on pourra envoyer un mail de par son adresse mail, mais en masquant son adresse mail. Et en fait, ça va être une adresse mail random, lambda, qui va être envoyée à son destinataire. Et ça, c'est nouveau, c'est dans iCloud Plus, mais qui, en fait, n'est pas une version plus chère. Alors, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Donc, ce sera le même prix. En fait, c'est iCloud qui devient iCloud Plus. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la version classique d'iCloud qui est gratuite avec 5 Go, reste iCloud. Et dès qu'on va passer à 1 € par mois, 2 €, 10 € par mois, on passe en iCloud Plus.
D'accord. Alors, si je vous lance simplement comme ça sur ce nouvel iOS, quels sont les points les plus importants que vous avez notés sur ce nouvel système d'exploitation? Donc, ça va être les nouveaux usages qui vont arriver en septembre, hein. Vas-y, commence. Il y a FaceTime, Ouais. évidemment. Alors, c'est une des grandes tendances qu'eux-mêmes ont dégagées de leur conférence, c'était le fait de rester connecté. Voilà, on est dans le mode post-Covid, dans le monde post-Covid. Et FaceTime, voilà, où en gros, ils s'alignent là encore sur Zoom, Facebook Messenger, etc. Il y a la possibilité d'abord de pouvoir de faire des FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'appareil Apple. Comme sur Zoom, on crée un lien qu'on partage avec qui on veut. Et ça, c'est une grosse nouveauté parce que c'est la première fois qu'Apple s'ouvre à ce point. C'était attendu, mais c'était très attendu. C'est fait, ça y est. Ouais, il suffit de faire un lien FaceTime, l'envoyer à une personne qui est sur un PC Windows, sur un téléphone Android, et on va pouvoir faire à plusieurs des dans le FaceTime. navigateur, oui. Exactement. Et Après, vas-y. Pardon. On s'attendait à ce qu'on espérait que iMessage lui s'ouvre et débarque enfin sur Android et autres. Ça, c'est pas le cas, mais bon, il y a un petit début avec FaceTime, c'est toujours ça de prix, avec le mode portrait, un petit peu aussi comme chez Zoom et d'autres, et la fonction SharePlay, qui est quand même hyper cool. Là, c'est pareil, c'est pas forcément nouveau sur le marché, mais c'est le fait de pouvoir partager de la musique, Apple Music, des séries, enfin de regarder des choses comme ça ensemble, alors qu'on est à distance, tout en pouvant en discuter. Son écran aussi. Voilà, et évidemment chez Apple, en profitant, en mettant sa série sur l'Apple TV et en restant en discussion sur son iPhone, etc. Donc il pousse évidemment l'écosystème à fond sur ce service. Je trouve ça assez bien fait. JB, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'était le même principe. C'était pour. Moi, j'ai bien aimé aussi la fonctionnalité Focus. Ouais. Donc là, d'un seul coup, on a Apple qui nous dit cette économie de l'attention, ça peut être piégeux, donc on va vous aider à rester bien concentré. Si vous êtes en repas de famille, eh bien non, vous ne regarderez pas votre iPhone. Si vous travaillez, vous travaillez. Enfin, ça, c'est intéressant comme démarche. Ce qui est rigolo, c'est qu'Apple a créé donc l'iPhone, a créé tous ses usages, et finalement aujourd'hui, ils veulent nous détacher un peu de ces usages. Ouais. Donc c'est ça qui. En créant des applications, parce que bon, c'est quand même, ils sont pas. C'est dans l'OS, mais voilà, c'est rigolo de se dire que voilà, ils nous l'apportent, puis après ils nous font nous détacher de ça. Mais en fait, c'est la possibilité Focus de mettre, par exemple, si on est en train de dormir, on dort et on peut afficher à des personnes qui nous contactent, on est vraiment en train de dormir. Mais on peut Alors c'est un peu la fonction ne pas déranger. C'est ça, mais qui vont encore plus loin parce qu'on va pouvoir dire qu'on est pour le coup en train de conduire, en train de faire du sport, en train de travailler, en train de promener, de dîner, de faire tout ça. Et son interlocuteur en face qui essaie de nous contacter pourra avoir la notification de dire voilà, on n'a pas répondu, non pas parce qu'on n'a pas envie de répondre, mais parce qu'on est en train de travailler, on est en train de dîner, on est en train de dormir, on est en train de faire n'importe quoi. Donc ça va un peu plus loin, et c'est cool. Comme ça, les gens sont. Et puis il y a la possibilité d'agencer ces notifications aussi. Oui, c'est ça qui est très bien, c'est qu'on. Parce qu'il est important et ce qu'il est moins. Et puis de classer, c'est-à-dire que voilà, on indique, on choisira Focus, je suis en train de travailler pour les 8 prochaines heures. Et donc, pour les 8 prochaines heures, on n'aura que les notifications de Slack, de ses mails pro, etc. Pas les trucs perso, en tout cas, ils seront mis de côté. Et inversement, une fois qu'on a terminé sa journée de travail, on se met en mode focus, je sais pas, perso. Et à l'inverse, là, on n'a plus les notifications de travail. Donc moi, je demande d'avoir quand même le temps que ça va nous prendre pour organiser tout ça. Ça pour le mettre en place. Je pense automatique. Par exemple, quand on a ces contacts, souvent on met contact pro, contact perso, si on a bien fait les choses. Si on a bien fait les choses. Je pense que si on l'a déjà fait avec ces centaines de contacts, après ça peut être très facile. Mais si on l'a pas fait, il faudra le faire après. Eh ouais, c'est ça. Ça va faire pas mal de vidéos sur votre chaîne, ça. Qu'est-ce que vous avez noté d'autre sur les photos? Il n'y a pas eu grand-chose. Pas eu grand-chose. Pourtant, c'était la plus grande mise à jour ever qui était annoncée, mais moi, je n'ai pas vu grand-chose. Hein. Non, bon, pour les photos, il y a l'amélioration des memories. Memories, ouais. C'est Apple qui va combiner des photos et des vidéos et en créer une vidéo avec différents thèmes tristes, thèmes noir et blanc, thèmes joyeux, et pouvoir ajuster cette fois-ci des nouvelles musiques qui proviennent d'Apple Music. Parce que justement, jusqu'à présent, on avait uniquement des musiques qui tournaient en boucle depuis des années sur ces fameuses petites vidéos. Musique inconnue, libre de droit, alors que là, oui, c'est des vraies musiques commerciales. Ce sont des vraies musiques qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur et partager après à ses amis. Et ça pose pas des questions de droit d'ailleurs? C'est que visiblement, voilà, c'est la force d'Apple. Ils ont dû pouvoir négocier. Je pense que ça, si c'est tout le catalogue. Je pense que c'est peut-être 15-20 secondes de musique. Peut-être que les 15-20 secondes, ça reste dans le quota de pouvoir envoyer des vidéos avec de la musique non libre de droit. Oui, parce qu'on va pouvoir les partager sur YouTube aussi, par exemple. Avoir à tester, je n'ai pas testé. Donc on verra. Ok. Tant qu'on est dans la musique, on peut parler des AirPods. Oui, il y a eu plusieurs mises à jour. Enfin, c'est surtout le lancement effectif du lossless et le Dolby Atmos. Le lossless, moi, je trouve que c'est... Alors, lossless, il faut traduire un peu. C'est la musique compressée sans perte de qualité. Ouais, donc on est supposé avoir une meilleure qualité. Moi, j'ai l'impression que
que quasiment personne n'entend la différence. Les seules personnes, moi, qui me disent qu'elles entendent la différence, c'est des personnes qui ont un intérêt à prétendre qu'elles entendent la différence, mais j'ai jamais vu personne réussir de test. Mais l'avantage, là, c'est que c'est intégré sans payer. En plus, on a juste à payer Apple Music et c'est intégré dedans. Alors qu'habituellement, pour avoir du lossless, de la non-perte de qualité, du Dolby Atmos, on doit payer un abonnement supplémentaire pour avoir une qualité haute fidélité. Là, c'est inclus dans l'abonnement. Donc, même si le commun des mortels va peut-être pas entendre la différence parce qu'ils n'ont pas les écouteurs adéquats, ils n'ont pas les casques qui fonctionnent avec, c'est bien de l'avoir déjà à l'intérieur. Oui, je suis d'accord que ils l'ont rendu sans surcoût, ça c'est génial. Par contre, la vraie nouveauté pour moi, c'est Spatial Audio. Ça marche vraiment bien. J'ai essayé ce matin justement écouter du The Weeknd où effectivement on met ses AirPods et si on tourne la tête, The Weeknd il chante. Si je tourne la tête à droite, il chante devant moi. Ça c'est plutôt sympa. Et puis surtout sur son home cinéma, si on a la chance d'avoir plusieurs enceintes sur son home cinéma 5 points, etc. Il y a des albums qui sont bien mixés et où il y a vraiment un effet concert où vraiment le chanteur est devant, éventuellement les chœurs sont à l'arrière. Et ça, je trouve ça cool pour le coup. Ouais, carrément. Et pour rebondir sur les AirPods, ils ont annoncé une petite nouveauté qui va être pratique pour ceux qui ont des problèmes d'audition. C'est que les AirPods Pro, désormais, vont pouvoir augmenter le son extérieur pour faire, entre guillemets, des sonotones. Et focaliser, donc c'est... Alors oui, c'est le Conversation Boost, c'est ça? Exactement, ouais. Moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, c'est aussi, même si on n'a pas vraiment de problème, mais si on est dans un environnement bruyant, on peut ajuster en fait l'équaliseur. Enfin, on peut diminuer le son ambiant pour entendre mieux la conversation qu'on a avec notre. Sur un plan social, il y a quand même passé le cap de garder ses écouteurs en discutant avec quelqu'un. Ça se voit de plus en plus justement avec les AirPods, mais là vraiment, tout en discutant, je trouve ça un petit peu. Peut-être un cap à passer. Mais effectivement, c'est encore un service un produit, un marché qui vont sherlocker. Puisque effectivement, ça devient des appareils auditifs apparemment, à tester encore une fois, mais peut-être suffisant. Ouais. Bon, on enchaîne avec la santé alors. Ouais, beaucoup de choses sur la santé cette fois-ci, mais surtout la possibilité. Beaucoup. Ouais, ils ont passé un gros moment sur la santé, mais moi j'en retiens que on va avoir la possibilité de partager en fait entre guillemets son petit carnet de santé de l'iPhone à ses proches, si jamais on a un problème, que nos proches puissent être. Une sorte de contact de secours. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'avoue que j'ai un peu décroché sur cette partie, mais ils nous ont aussi présenté toutes les avancées. Il y a 3 API d'Apple qui permettent de faire de la recherche. Alors, j'ai pas retenu quelle chose ils avaient réussi. Mais on voit qu'Apple, s'investit en plus dans la santé. Alors, on est aux États-Unis, donc c'est quand même pas le même rapport à tout ça. Mais il y a un hôpital qui est venu nous présenter les avancées qu'ils ont pu faire, les recherches qu'ils ont pu faire grâce à toutes les données qui sont récoltées par les iPhones. Et on a eu une partie sur la marche où il y a un nouvel indicateur de l'iPhone qui peut vous prévenir si il détecte que votre marche change et que vous risquez du coup de perdre l'équilibre. J'ai pas encore très bien compris. Jusqu'à présent, c'était uniquement par exemple avec l'Apple Watch qui allait capter si on allait tomber, si on marchait bien, si le pouls était pas trop fort. Désormais, l'iPhone en lui-même va comprendre avec ses gyroscopes et son accéléromètre positionné dans la poche si notre marche est normale pendant des dizaines de mètres, et s'il y a un problème, par exemple, que finalement la hanche va plus droit, qu'on va tomber, l'iPhone peut prévenir, pourquoi pas, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer peut-être après. Donc à tester, encore une fois, en conditions réelles, voir si ça marche vraiment, mais ça a l'air prometteur. Ça permet de voir l'ambition, en tout cas dans le domaine de la santé, puis il y a tout ce qui tourne autour du bien-être psychologique, ça c'est vraiment aussi un peu une marotte. On en a besoin depuis un an, le bien-être psychologique. Et on en a besoin, oula. On termine avec macOS Monterey. Oui. Mon accent anglais. Et surtout Safari, j'ai l'impression. Il y a toutes les nouveautés en fait d'iOS 15 et iPadOS 15 qui arrivent sur macOS. Donc on a les applications comme Shortcuts qui font des raccourcis par exemple, qu'on peut faire des automatisations sur nos iPhones. On peut enfin les faire sur Mac. Et il y a également toute la partie sur ce que j'ai dit juste avant, l'Universal Control, qui va nous permettre en fait de passer d'un iPad à un Mac et un Mac également, directement sans en fait avoir la même interface. On garde iPadOS d'un côté, on garde son Mac au milieu, et en fait avec je ne sais pas si on voit à l'écran quand on passe d'un écran à un autre. Il suffit juste de positionner en fait l'iPad, pourquoi pas à droite. On fait déjà avec nos 2 écrans classiquement, mais là c'est 2 appareils totalement distincts. Et il suffit de le poser à droite ou à gauche. 2 OS distincts. Ouais. Et de ce que j'ai compris, le Mac va comprendre si l'iPad est à droite ou à gauche. Et il suffira de déborder le trackpad ou la souris à droite ou à gauche et d'arriver sur l'écran de l'iPad par exemple. Et je trouve ça assez cool de pouvoir faire du glisser-déposer entre un iPad et un Mac, un iPad et un autre Mac en passant par un autre Mac. Ça va très très loin à tester encore une fois, mais c'est là prometteur. Et il y a des recherches vocales dans Safari aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a eu pas mal d'annonces sur le vocal. Alors ça, je ne me souviens pas, mais en tout cas, une refonte de l'interface.
Alors je la trouve un petit peu bizarre à voir. On va s'y faire comme à chaque fois. Ouais, À chaque fois, au début, on trouve les interfaces un peu bizarres. Et puis Non, après- c'était sur iOS, pardon, les recherches vocales. Oui, effectivement, J'ai ouais. fermé la parenthèse. Mais alors, pour revenir sur iOS, moi, il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est Wallet, Oui. qui va encore plus loin. On pouvait déjà avoir ses cartes d'embarquement, ses clés de voiture avec certaines voitures, sa carte bancaire. La carte Et là, bancaire. on va pouvoir ouvrir son chez-soi, alors en natif avec son iPhone. On va pouvoir ouvrir sa chambre d'hôtel avec l'avantage qu'on pourra avoir la clé qui arrive sur son téléphone sans passer par la réception. Dans certains hôtels, quand on est en train de travailler, on n'a pas forcément envie de passer 15 minutes à la réception juste pour ça. Et le permis de conduire. Et le permis de conduire. ouais. Et donc les pièces d'identité. Alors, je pense pas que ça arrive Donc encore en France. Non, c'est c'est pas- une identité numérique là Ouais, aussi c'est ça. qui va être constituée dans les appareils d'Apple. Le portefeuille virtuel s'étoffe et le vrai se vide. Et moi, je suis assez Et là, il y fan aura de- sans doute des débats en Europe sur ce sujet. Ouais, super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débrief des grandes annonces qui ont été dévoilées par Apple hier soir. Romain Yard, journaliste et indépendant, consultant indépendant en nouvelles technologies, et Jean-Baptiste JB Nicolet, youtubeur, créateur de la chaîne The Eye Collection. Alors juste après la pause, on a rendez-vous avec le coach Startup pour parler de démarchage chirurgical. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et là c'est pour notre rendez-vous avec le coach startup David Bitton, notre coach startup, parce que ce n'est pas son métier dans la vraie vie. Dans la vraie vie, David Bitton, vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena, ce qui revient quand même un peu à la même chose. Ah oui, ça revient à la même chose, exactement. Vous les accompagnez. Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez donc nous révéler les secrets du gros hacking marketing. On va peut-être définir déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ce gros marketing ? Exactement, c'est un gros mot comme ça qui est arrivé en fait dans le marketing depuis quelques années. Et j'avais envie de démystifier un peu la chose et puis surtout en fait d'expliquer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a plein de concepts hyper intéressants. Grosse, c'est la croissance, et hacking, c'est un joli mot pour dire qu'on va essayer de chercher en fait toutes les idées qui vont permettre de maximiser la croissance d'une entreprise. Donc il y a des outils qui permettent en fait de définir le cadre et de définir les différents endroits où on construit la croissance d'une entreprise. Je crois qu'on peut afficher une planche où on voit en fait les différentes étapes. Il y a des marqueurs en fait qui permettent de savoir quand est-ce qu'on est bien dans le cadre du gros marketing. Il y a plus en fait des grandes étapes qu'on a D'accord. identifiées et sur lesquelles on peut travailler justement en fait pour faire croître son entreprise. Donc il y a un framework. Si on peut l'afficher à l'écran, en fait, je vais essayer de lister en fait les différentes étapes avec vous. Donc la On vous première. suit. Alors c'est un framework qu'on appelle A, que j'aime beaucoup le nom, en fait, qui m'amuse énormément, et dans lequel le premier A, en fait, on parle d'acquisition. Et donc, quand on veut commencer à faire la croissance pour l'entreprise, bien entendu, on va parler d'acquisition. Et donc, comment est-ce qu'on va démultiplier en fait les moyens de son entreprise pour faire de l'acquisition ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand on avait les premières adresses Hotmail, eh bien, à chaque fois qu'on envoyait un email, il y avait marqué envoyé depuis son adresse Hotmail. D'ailleurs, je crois que c'était envoyé avec amour. Et en fait, tu peux créer une adresse email Hotmail, etc. Et en fait, ce message-là a permis de décupler en fait la capacité d'Hotmail à aller justement générer en fait des adresses email et donc de faire de la croissance en faisant de la croissance très habile finalement et donc du marketing très habile. C'est exactement ça qui illustre en fait comment on fait du hacking, donc du piratage de la croissance. Donc les grandes étapes, c'est l'acquisition pour bâtir du trafic. Pas par hasard, on vient de parler d'Apple. Il y a marqué à chaque fois qu'on envoie un message, c'est envoyé depuis mon iPhone. C'est vrai. Eh bien, ça contribue aussi en fait à faire la promotion des iPhones, des iPads, etc. Et donc ça contribue à faire ce qu'on appelle le gros hacking. Donc l'acquisition, c'est le premier en fait élément sur lequel on peut essayer de multiplier en fait les manières habiles, en tout cas, de faire la promotion de sa marque. Ensuite, il y a l'activation. Ce sont les grandes étapes donc en fait de comment est-ce qu'on construit ce qu'on appelle un funnel. Et donc, Voilà, on arrive au deuxième A. Voilà, le deuxième A, qui est l'activation. On a fait venir des gens sur le site. Et en fait, quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait pour les retenir ? Ou qu'est-ce qu'on fait ? Bien entendu, ils ne vont pas tous acheter quelque chose. Ça, c'est ce dont on rêve, c'est-à-dire effectivement d'avoir un produit que tout le monde a envie d'acheter. La réalité, c'est qu'un processus d'achat, ça dure un certain temps. Et donc, l'activation, c'est une fois qu'on a une centaine de visiteurs qui viennent sur le site, eh ben, je vais en avoir peut-être un qui va acheter. Mais qu'est-ce que je fais en fait des 99 autres ? Oui. Et qu'est-ce que je peux faire justement en fait pour qu'ils se souviennent de nous et en fait qu'ils nous gardent un peu à l'esprit. Donc souvent, quand vous allez sur des sites, on va vous demander en fait votre email, on va vous proposer de vous inscrire à la newsletter, on va vous proposer de télécharger en fait ce qu'on appelle un livre blanc ou de télécharger des contenus. Pour ça, à chaque fois, on va te donner ses coordonnées, un téléphone portable, un email, ses coordonnées. Ce qui va permettre en fait à l'entreprise de créer un fichier de prospection. Et là, on va passer à la deuxième partie qui est vraiment en fait comment on les fait revenir,
comment on les garde en fait dans l'écosystème en fait de son entreprise. Et ça s'applique tant aux prospects en fait qu'aux clients finalement, ces deux méthodologies. Parce que les prospects, on va avoir envie de leur faire de la présence à l'esprit pour leur donner de l'information, pour les faire grandir en fait sur un thème donné, pardon, et ce qui va les permettre ensuite d'avoir envie d'acheter votre produit plutôt que de l'acheter ailleurs, puisqu'en fait nous on a contribué effectivement à faire évoluer en fait dans son processus d'achat. Donc on fait ça pour des prospects, mais on peut faire ça pour des clients, pour qu'ils aient toujours envie effectivement de Pour les fidéliser. Exactement. À partir de là, quand on a des clients qui sont contents, quand on a des prospects qui sont contents, et bien finalement il y a le deuxième R qui est la recommandation. Et ça, c'est l'un des sujets en fait qui est aussi absolument essentiel. C'est un client content, c'est quand même votre meilleur ambassadeur. Ouais. Donc lui, effectivement, s'il parle de votre produit, bah, c'est bien mieux que si vous le faites vous-même. Donc faire que nos clients, nos prospects en fait aient envie en fait de parler de la solution et puissent parrainer, puissent parler en fait à d'autres. Donc ça évoque des choses qu'on a tous connues en fait avec des produits. Voilà, c'est vraiment ce même processus-là qui définit vraiment comment on crée du chiffre d'affaires dans son entreprise et puis comment on peut développer à chaque étape et comment on peut enrichir ça. Alors, je vais passer rapidement sur le dernier R qui est le revenu. Je pense que celui-là, on le comprend pas mal. J'imagine qu'il y a plusieurs chemins pour élaborer sa stratégie de grosse hacking. Vous avez choisi de nous présenter une méthode en particulier. Exactement. Je vais faire un focus sur ABM. J'avais juste envie de lister quelques mots-clés en fait. ABM, vous nous expliquerez. Mais je vais bien sûr expliquer ce que c'est. Le data scrapping, c'est un truc que je trouve absolument génial. Quand on veut adresser son marché, effectivement, on a besoin de créer des fichiers. Eh bien, aujourd'hui, avec LinkedIn, avec Google, en fait, avec tout ce qui existe, il est possible d'aller chercher de l'information en fait, sur des prospects. Et donc, si on a bien fait ces premières étapes marketing qui sont de comprendre quels sont les scénarios d'usage, comprendre qui sont les acheteurs, nos cibles vraiment, alors on est capable de les identifier sur LinkedIn et donc de commencer à collecter l'information sur eux et donc de constituer des fichiers. Le data scrapping, c'est ça. C'est en fait aller chercher de la matière sur Internet pour se constituer des fichiers. Gratuitement. Gratuitement. Et puis surtout, en fait, avec une efficacité redoutable, finalement. Parce que vous allez dire, c'est tel personnage dans l'entreprise qui m'intéresse. Sur Internet, on va trouver son email, on va trouver ses coordonnées, on va trouver le nom de son entreprise, on va trouver en fait peut-être son numéro de téléphone, etc. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des campagnes multicanales. Et avec des outils de market automation, c'est aussi ça dont j'avais envie de parler. C'est ces outils qui vont permettre en fait de faire des séquences qui vont envoyer un email, vous contacter sur LinkedIn et vous faire penser que c'est effectivement moi qui vous écris directement. Chère Delphine, j'ai pensé que ce produit pourrait vous intéresser, etc. Et en fait, non, c'est vraiment des outils marketing. Ouais, bah, donc c'est assez puissant. Et ça permet de détecter en fait qu'il y a de l'intérêt. Alors pour parler d'ABM maintenant, il s'agit d'account-based marketing. Alors là aussi, c'est une technique qui illustre le growth marketing. J'ai voulu l'illustrer avec une boîte du portefeuille de Serena qui s'appelle Euritech et qui est capable d'aller voir dans des images le contenu de ces images et d'identifier des objets, des couleurs, des formes. Il s'agit dans le domaine de la mode. Et donc, ils vont scanner les photos sur Instagram. Et à partir de là, ils vont être capables d'identifier des tendances de mode, voire de savoir aussi comment le sac qui a été lancé par une grande marque de mode est en train en fait, de commencer à se vendre ou pas. D'accord. Et à partir de là, ils sont capables, donc c'est la stratégie qu'ils ont mise en place, c'est ils identifient en fait justement des accessoires de mode, ils vont les suivre sur Instagram et ils vont être capables de sortir des premières études avec des retours marché en fait que même l'entreprise n'a pas. Et aujourd'hui, avec ça, mais c'est des outils automatisés ? Exactement, complètement. C'est vraiment des outils qui scannent les photos sur Instagram. Donc il y a des flux publics sur Instagram. Après, il faut être capable de les analyser pour voir quelle tendance en Et ça, c'est la force de Ritech, c'est-à-dire qu'ils ont des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, qui sont capables effectivement d'identifier ces objets et ensuite de comparer à d'autres patterns, d'autres croissances en fait, qu'ils ont déjà identifiés par le passé. Et donc de dire, là, vu la tendance que je suis en train d'observer, en fait, il y a fort à parier que l'entreprise pourra vendre tant de sacs ou dans telle région ça marche, etc. Eh bien, ces données-là, vous les prenez, vous les mettez dans une bannière, et tout d'un coup, vous les affichez en fait sur le LinkedIn, mais seulement des gens de l'entreprise qui vendent ce sac. Ben voilà, ça c'est une technique qui permet tout d'un coup de faire que quand vous connectez sur LinkedIn et que vous voyez en fait de la data que vous-même n'avez pas, là vous avez envie de contacter l'entreprise Euritech. Ben, c'est ce qui s'est passé pour eux. Et avec quelques centaines d'euros par mois, ils arrivent à contacter en fait des CEO de grandes boîtes avec cette stratégie. Et ça, c'est ce que vous appelez le démarchage chirurgical. Exactement, l'account-based marketing. Merci beaucoup. Merci David Buisson, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Et on arrive pratiquement à la fin de cette édition de Smartech. On termine avec des travaux de recherche qui mettent en lumière ce qui pourrait être une nouvelle loi de la physique, un sens du toucher propre aux robots.
Chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles parmi les innovations qui façonnent notre futur. Bonjour Cécilia. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, donc, vous allez nous parler d'un nouveau sens du toucher robotique. Oui, et je vous propose même, vous l'avez dit en introduction, carrément de découvrir une nouvelle loi de la physique. Elle décrit un nouveau sens, celui du toucher de la friction, c'est-à-dire que celui du contact avec la friction, mais pas chez nous. Chez les robots, vous l'avez précisé, parce qu'il est difficile aujourd'hui de réaliser un toucher en robotique qui va être complètement semblable à celui des humains. Technologiquement, on n'est pas encore capable de retranscrire ce que nous, on va ressentir naturellement. Alors, il a fallu inventer un sens, inventer une solution pour ça. Et alors comment ? Alors, des chercheurs de l'université de Caroline du Nord se sont attelés à modéliser ce contact avec un objet. Ils se sont concentrés sur ce qu'on appelle la friction lubrifiée élasto-hydrodynamique ou EHD. Autrement dit, l'interaction de deux surfaces solides entre lesquelles on va avoir un fluide. Cette friction, elle est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre de ne pas laisser glisser entre deux doigts un objet. Dans toutes les situations, en fait, pas forcément avec un liquide au milieu, mais en situation d'humidité également. Donc, dans la vie de tous les jours, par exemple, il s'agit du frottement quand on va se laver les mains. Et puis, demain, ce sera la main d'un robot qui attrape un pot d'huile d'olive ou alors qui va utiliser un scalpel dans le corps d'un être humain pour une opération de télémédecine. Le problème, c'est que tenir compte comme ça de ces frottements hydrodynamiques, c'est extrêmement difficile lors du développement du robot, quand on va lui donner ses capacités, qu'on va écrire en ligne de code ses capacités. Alors, l'équipe a réussi, pour ça, à modéliser ce frottement. Elle a monté un système d'équations qui a permis d'établir un nouveau principe physique. Il tient compte de toutes ces forces qui sont mises en œuvre à ce moment-là du frottement élasto-hydrodynamique, la géométrie, l'élasticité, les propriétés du fluide, la forme, la rugosité. Et ces équations, elles permettent de calculer le couplage multiphysique, en fait, entre la forme solide et les réactions du fluide entre elles en fonction de la matière. Comment va réagir le fluide et comment va réagir l'autre matière en face. Et grâce à toutes ces équations, l'équipe est finalement parvenue à modéliser tous les types de frottements lubrifiés électro-hydrodynamiques. Est-ce que ces modèles ont été testés ? Oui, ils ont été testés. En fait, les modèlages, ils peuvent aller des surfaces légèrement surélevées, comme celle sur l'empreinte des doigts, aux rainures de la surface d'un outil robotique. Donc, on a testé les deux face à face. On a mesuré la friction lubrifiée sur un doigt robotique bio-inspiré et sur un doigt humain. Et les résultats sont concordants, ce qui veut dire qu'on a réussi par des calculs à recréer le comportement qui correspond à un frottement EHD naturel. Et comment faire pour que cette modélisation puisse être matérialisée ? Alors en fait, une fois qu'on sait le modéliser, on va pouvoir préparer le robot, lui apprendre comment ça va se passer. Pour saisir un objet, par exemple, il faut sentir si celui-ci il est mou, reconnaître sa viscosité, sa taille. Le robot, avec cette modélisation, saura le faire intuitivement lui aussi. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. On a parlé de la Paris Cyber Week et aussi de la conférence Apple. C'était les grosses actus aujourd'hui dans Smart Tech. Je vous dis à suivre le Lab d'abord avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.